Frédéric de la Granville, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan une histoire du piano. Alors votre livre s'adresse-t-il à un public de spécialistes de la musique? Eh bien, malgré les apparences, non. Puisque, en étudiant particulièrement les élèves et les professeurs de cette école de musique à Paris, on s'aperçoit qu'on est en face d'un véritable milieu social, bien évidemment, en plus très hétérogène à tous égards. Et donc, c'est une étude aussi historique de la société française au début du 19e siècle, dans sa première moitié. Pourquoi pourquoi avez-vous parlé du coup de l'histoire du Conservatoire de Paris? Eh bien parce que, en fait, il y a la conjugaison de deux éléments apparemment très distincts. L'histoire du piano avec sa propre évolution au XVIIIe siècle, qui est un instrument inconnu, méconnu, et qui très lentement fait sa place dans la société. Et d'autre part, le conservatoire de musique qui semble abruptement être créé en pleine Révolution française, en 1795. Et tout d'un coup, on dirait que les contemporains s'aperçoivent qu'il y a des clavecins, et on commence à connaître le piano, et tout d'un coup, l'instrument rencontre l'établissement. Et donc, c'est l'histoire de cette rencontre et de ses conséquences qui est dans ce livre. Alors du coup, au début du 19e, quels sont les instruments de musique les plus pratiqués au conservatoire Alors, le conservatoire, pour des raisons essentiellement budgétaires et pour être précis à partir de 1802, est obligé de restreindre la carte de son restaurant. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup de matière, mais les contraintes budgétaires en 1802, et seront valables pour tout le reste du siècle, sont limitées au chant, toutes les variétés du chant, chant simple, chant d'opéra, etc. Le solfège, bien évidemment, c'est le passage obligé, le piano, et dans les instruments à cordes, le violon et le violoncelle seulement, et les instruments à vent, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor, et c'est tout. Les autres instruments viendront par la suite. Alors il y a un autre problème dont il faut parler qui est très important pour l'époque et aussi pour nous, parce que c'est ce que je voudrais laisser comme souvenir, c'est pas seulement une étude historique, c'est aussi la mise en questionnement pour nous aujourd'hui. De quoi héritons-nous et qu'en avons-nous fait? Et aussi, on se pose des questions sur pourquoi faisons-nous de la musique, comment faisons-nous de la musique au travers de l'histoire de nos aïeux. Donc ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un aspect très important, c'est celui des femmes et des hommes. Les hommes étaient absolument dominants dans le domaine musical, et par conséquent, les femmes avaient une portion réduite, c'était comme ça, on devine bien pour quelles raisons sociales, mais surtout parce que pour les femmes, le salon, la maîtresse de maison, le monde bourgeois, et c'est la musique art d'agrément. Alors que pour les hommes, c'est aussi cela, mais c'est en plus un domaine professionnalisant, professionnel. Et donc les femmes, pour ces raisons mêmes, n'ont pas accès à aucune classe, ni de violon, ni de violoncelle. Ça viendra beaucoup plus dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ça vient beaucoup plus tard. Et surtout pas d'instrument à vent, il faut souffler, c'est pas gracieux, donc voilà. Par contre, l'art vocal est considéré comme éminemment féminin, et aussi le piano. Et on va avoir des élèves jeunes filles de piano ou de chant, avec toutes les interversions possibles et imaginables. Je peux ajouter un deuxième aspect qui est aussi intéressant, qui est celui de la richesse du piano. Alors bon, c'est très mauvais de comparer les instruments entre eux, évidemment c'est même ridicule, chaque instrument de musique a sa noblesse, son histoire, son répertoire, etc., etc. Mais le piano, il faut voir une chose à laquelle a été confronté très durement le conservatoire, c'est qu'au début on imagine un piano virtuose pour former des artistes qui vont se produire en concert, en récital, et puis aussi on va s'apercevoir que le piano sert à beaucoup d'autres choses. Peu à peu on va venir faire la dictée musicale au piano, alors ça sera un peu plus tard, mais la question se pose déjà. Les devoirs d'harmonie se réalisent et se jouent et sont corrigés par le professeur sur un piano, et puis le piano sert aussi à accompagner les voix, et donc le piano sert aussi à accompagner l'opéra. Alors évidemment, il y avait la basse continue au clavecin autrefois, mais là c'est un rôle qui est à la fois différent et en même temps beaucoup plus développé. Et par conséquent, le directeur du conservatoire, dans la partie que j'étudie tout au moins, se trouve confronté à un piano qui vient finalement dans toutes les classes. Et par exemple, il faut équiper aussi l'école, ça coûte très cher, ça pose des problèmes très, très particuliers et des luttes qui sont assez savoureuses par moments d'ailleurs. Quels sont les enjeux actuels d'une telle étude? Eh bien, il me semble que le piano en tant qu'instrument de musique dans la société existe toujours, c'est exactement le type de mon étude. Donc aujourd'hui, comment enseigne-t-on le piano? À qui enseigne-t-on le piano?
Pourquoi enseigne-t-on le piano? Et là, il y a un point beaucoup plus sensible lorsque un directeur de conservatoire ou un professeur de piano, voilà des lecteurs du livre possibles, se disent pourquoi et comment je forme ce jeune, avec quel répertoire et vers quel avenir. Et là, on sent qu'on est devant des questions beaucoup plus lourdes, qui ne sont pas directement traitées dans le livre, mais néanmoins, en étudiant les personnes du Premier Empire, du règne de Louis-Philippe jusqu'à la Seconde République, nous posons exactement les mêmes questions à nos aïeux. Et nous réagissons en disant, tiens, eux, ils sont pris de telle et telle manière, et nous, que faisons-nous dans notre monde actuel? Donc c'est une étude historique, certainement, mais en même temps, elle porte la réflexion vers des aspects qui nous concernent toujours actuellement.